Ah, ça monte, c'est bien. Bonjour aux internautes qui nous rejoignent. Tout le monde ici vous salue. Nous allons commencer dans une minute et demie à peu près. Donc, je vous demande de patienter. Alors, je ne vois pas le chiffre. Moi, où est-ce qu'il est? Ah oui, 58. Nous sommes à 58 internautes présents. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore entendus. Nous sommes à 60 internautes présents. 61, ça monte tout doucement. « 63. Voilà, nous avons le bonjour de Elodie Elias. Bonjour Elodie. Voilà, nous sommes en direct. Nous allons commencer. Nous sommes pour le moment 65 sur cette conférence. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Didier Delany, je suis président de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Notre structure organise ce débat sur la politique agricole commune en partenariat avec la représentation du Parlement européen en France et la Commission européenne. Ce débat se déroule dans le cadre d'un projet cofinancé par la Commission européenne sous l'intitulé L'Europe est dans le prêt. Ce débat en webinaire se déroule aussi en Facebook Live. Donc, si nous arrivons à 100 internautes, nous sommes à 71 en ce moment, le 101e devra aller sur Facebook Live pour arriver à voir ce qui se passe et entendre ce que disent nos invités. La thématique de ce débat se décompose en deux points. Que fait l'Europe pour l'agriculture? Quel impact sur la consommation? De nombreuses questions nous sont déjà parvenues, certaines très techniques, d'autres ayant trait à la sécurité alimentaire ou aux conséquences sur la biodiversité et la qualité de l'eau générée par l'activité agricole. Madame von der Leyen, lors de son discours au moment de sa prise de fonction en tant que présidente de la Commission européenne, a soutenu l'idée d'un Green Deal qui a généré de nombreux espoirs. Le coronavirus qui sévit sur l'ensemble de la planète laisse à penser que le monde de demain ne peut plus être le même. La PAC tiendra-t-elle compte dans les aides apportées de ce nouveau paramètre? C'est une question qui se pose évidemment. Nous comptons donc sur nos trois invités pour répondre à l'ensemble des interrogations et remarques que vous aurez ou à les faire par écrit. Donc, quelques questions en premier lieu pour ouvrir ce débat seront posées par notre animateur Jacques Louge. Ces questions posées sont, comment dirais-je, le regroupement d'un certain nombre de questions que nous avons déjà reçues par écrit par le biais de mails. Pour cela, nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir trois députés européens et un modérateur que je remercie infiniment pour avoir accepté cet échange avec nos internautes. Par ordre alphabétique, donc, Éric Andrieux, élu sous l'étiquette SD, hein, sociodémocrate. Bonjour Éric. Benoît Bonjour. Pinault, sous l'étiquette groupe Les Verts Alliance Libre Européenne. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Jérémy de Serle, élu sous l'étiquette Renew, c'est l'étiquette LRM hein, en France, voilà. Et Jacques Louge, membre du Césaire Nouvelle-Aquitaine et représentant l'industrie agroalimentaire. Donc, pour finir, les règles de ce débat sont claires. Chacun s'exprime en fonction de ses convictions. Cela vaut pour chacun d'entre nous, bien sûr, et pour les internautes. Aucune question n'est taboue, sous réserve qu'elle soit exprimée sans insulte. Si un internaute profère des insultes par écrit, cela se traduira par sa sortie du webinaire. Merci donc aux internautes qui nous ont rejoints.
Dans l'hypothèse où des questions n'auraient pas reçu de réponse à l'issue de ce débat, parce qu'avec une vingtaine de personnes, il va être compliqué de répondre à tout le monde, il sera possible que la Maison de l'Europe transmette ces dernières à nos députés. Nous leur enverrons, nous vous le promettons, et libre à eux, évidemment, de vous répondre. Jacques, merci. Tu prends le relais maintenant et tu peux commencer avec la présentation et la première série de questions. Bien, merci Didier. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Pour commencer, je propose de laisser la parole pour une courte présentation à nos députés européens. Je vais commencer par ordre alphabétique par Monsieur Andrieux, s'il le veut bien. Oui, merci d'abord à vous pour l'organisation de ces échanges et merci à tous les panélistes d'être présents nombreux. Donc moi je suis Eric Andrieux, député, voilà, et je suis vice-président du groupe social-démocrate au Parlement européen, chargé des questions budgétaires dans le cadre de ma vice-présidence, donc du contrôle budgétaire. Je suis membre de la commission de l'agriculture et membre de la commission de l'environnement. Et au titre de ma fonction au sein de la commission de l'agriculture, je suis rapporteur principal sur l'organisation commune des marchés dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Voilà, rapide présentation. Monsieur Biteau. Bonjour à tous, merci de votre invitation pour échanger sur un projet qui est central, au cœur de la vie de l'Union européenne, puisque la PAC, c'est un gros budget de l'Union européenne, c'est le plus gros budget de l'Union européenne. Donc moi, je suis paysan, c'est mon métier, en polyculture, polyélevage, certifié en agriculture biologique. De formation, je suis ingénieur agronome. Dans ma vie politique, j'ai été vice-président d'une région qui était celle de Poitou-Charentes. Je suis conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et donc je suis député européen sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts et au Parlement européen. Donc je siège dans la commission agricole avec Jérémy et Eric. Je suis rapporteur pour les Verts sur le rapport que pilote Eric, qui est l'organisation commune des marchés. Et je siège également dans la commission pêche et dans la commission développement économique. Et sur les délégations territoriales, je me suis intéressé à la délégation territoriale de Afrique, Caraïbes, Pacifique et également de la délégation territoriale des pays de la zone andine. Voilà. Merci, Monsieur de Cerne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi d'organiser ces moments d'échange. C'est important pour nous, mais pour les participants aussi, de pouvoir échanger effectivement sur les sujets agricoles, sujet sur lequel au niveau européen, on a besoin d'apporter aussi un paquet d'idées, un paquet de nouveautés. Alors moi, je suis agriculteur, producteur de viande en Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, sur une exploitation d'une centaine d'hectares, où vivent paisiblement, en tout cas je le pense, une cinquantaine de vaches. Voilà. J'ai été longtemps syndicaliste agricole, j'ai présidé le mouvement des jeunes agriculteurs et puis depuis mai 2019, eh bien, suite à une sollicitation du président de la République, je me suis engagé en politique sous l'étiquette LREM pour aller défendre aussi, en tout cas, le monde agricole au niveau européen. Et donc, je siège du coup depuis que je suis élu dans la commission agriculture, donc avec effectivement Benoît et Eric. Et puis, je siège aussi dans la commission commerce international, en essayant aussi de garder un certain lien entre l'agriculture et le commerce international, qui doit aussi être traité comme il se doit. Voilà, merci. Bien, merci de ces présentations. Quelques préliminaires qui nous semblent indispensables, mais très synthétiques, avant d'entamer le sujet et les débats. La PAC a été prévue par le traité de Rome en 1957 et est en pratique depuis 1962. Il s'agissait à l'après-guerre de remédier à la dépendance alimentaire des Européens. La PAC, donc la politique agricole communautaire, comporte deux piliers. Le premier pilier porte sur les aides directes aux agriculteurs, c'est environ 75% du budget, afin de soutenir les marchés, les prix et les revenus des agriculteurs. Et le second volet
concerne le développement rural, la vitalité des territoires, le bio, l'organisation. Ce deuxième volet est cofinancé par les États membres et représente environ 25% du budget de la PAC. Ce budget de la PAC, sur la PAC actuelle, qui est de 2014-2020, représente 38% du budget européen, donc c'est vraiment une partie majeure. La France, qui est le premier pays producteur avec 17% des productions agricoles, en est le premier bénéficiaire, avec également 17% de ce budget, suivi par l'Espagne avec 11% et l'Italie 9,5%. En moyenne et par an, la France reçoit environ 9 milliards d'euros sur un budget total avoisinant 54 millions. Et selon l'INSEE, les aides de la PAC représenteraient le quart environ de la valeur ajoutée agricole. Et sans cette PAC, 50% des exploitations auraient un revenu avant impôt négatif. Pour dire l'importance de cette PAC dans la dynamique des exploitations agricoles. Notre webinaire traitera donc de deux sujets. Que fait l'Europe pour l'agriculture? Quel impact sur la consommation? Et ces deux sujets, nous allons essayer de les traiter par thème, en transversalité. Bien sûr, nous avons reçu des questions adressées par mail à l'organisation de ce webinaire et celles qui nous arriveront de la part des internautes inscrits ou par le biais de Facebook Live seront évoquées au fil des sujets en discussion. Tous nos remerciements, bien sûr, pour l'envoi de ces questions qui ont vocation à enrichir nos débats. Le sujet est vaste. J'essaierai le plus possible d'intégrer les questions des internautes et j'ai sélectionné à partir de ces questions 5 thèmes. Le premier thème, tout en reconnaissant les vertus de la PAC pour nos agriculteurs, nos territoires et indirectement pour les consommateurs que nous sommes, on ne peut faire abstraction des nombreuses critiques attachées à cette politique agricole européenne, critiques qui sont autant d'appels à des corrections et à des inflexions à l'aube de la nouvelle PAC 2021-2027. 3600 scientifiques issus de 63 pays ont affirmé récemment que la PAC serait responsable de l'effondrement de la biodiversité et de l'urgence climatique au sein de l'Union européenne. Elle serait incapable de résoudre les défis socio-climatiques au sein de l'Union européenne dans les zones rurales. Elle servirait les intérêts d'exploitants acteurs d'une agriculture intensive par de grandes exploitations. La Croix-Rouge et WWF ont lancé une grande consultation en ligne pour organiser, après la crise sanitaire que nous connaissons, l'après-crise sanitaire que nous connaissons. 80 000 participants, entre le 10 avril et le 4 mai, placent la protection de l'environnement, l'alimentation et l'agriculture en tête des préoccupations, avec 40% des 19 000 propositions formulées. Les questions de nos internautes portent beaucoup sur la dangerosité des pesticides, sur la nécessaire protection de la biodiversité, mais aussi sur les concentrations des surfaces des exploitations, sur l'augmentation de la productivité et de la mécanisation, et sur l'arrivée du numérique, agriculture 2.0 ou 4.0, poussée notamment par les pays du Nord. Ma première question sera: en quoi la nouvelle PAC répondra-t-elle à ces interrogations? Par le Green Deal annoncé par la présidente von der Leyen? Je laisse la parole à nos 3 députés. On va changer régulièrement l'ordre de passage, si vous voulez bien. Et donc, je vais commencer par M. Jérémy de Serles. C'est à vous. Merci beaucoup. Bon, c'est une vaste question. Hein. Enfin, c'est deux vastes questions. En quoi la nouvelle PAC répondra à ces questions? Déjà, je pense que le constat que vous avez fait est un constat qui dramatise peut-être, alors c'est pas que le vôtre, hein, c'est le constat des gens qui ont répondu à l'étude de WWF, mais a tendance à quand même un peu dramatiser la situation, surtout pour l'agriculture française. Je pense pas que l'agriculture française soit la plus désastreuse. Et donc du coup, je pense que pour que la politique agricole commune réponde à ces questions, il faut déjà qu'on regarde aussi comment l'agriculture a évolué ces dernières années, comment elle est en train de continuer d'évoluer et quels efforts sont encore, ou
pas quels efforts, mais quelles évolutions sont encore prêts à faire les agriculteurs. Plutôt que de dire, voilà, ça va tout mal, la PAC, elle n'a pas répondu aux problématiques de biodiversité, elle les a même empirées. Enfin, je veux dire, la politique agricole commune, elle a aussi permis au modèle agricole de tenir pendant cette crise Covid. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir une approche aussi un peu moins critique sur la politique agricole commune. Mais par contre, je suis volontaire, bien sûr, pour la faire évoluer grandement et que ce soit plus attrayant pour les agriculteurs. Et par rapport au Green Deal, bien sûr que ça devra être cohérent et que les positions et les choix qui seront décidés définitivement dans le Green Deal devront être en adéquation avec la politique agricole commune. Et je pense qu'il faut aussi que économiquement, le Green Deal permette aux agriculteurs et à l'agriculture de répondre justement à ces enjeux climatiques, écologiques et puis environnementaux. Donc voilà, je veux dire que le Green Deal doit aussi amener un peu d'économique dans l'agriculture pour qu'elle puisse remplir son rôle pleinement. Voilà. Très bien. Benoît Biteau? Oui, merci. Alors moi, je ne suis pas tout à fait sur la même ligne, mais ce n'est pas surprenant. Moi, je partage un certain nombre d'éléments du diagnostic qui a été posé. Quand on y regarde de près, les chiffres sont plutôt têtus. Et quand on regarde la façon dont on a accompagné l'agriculture et qu'on en évalue les conséquences, on se rend compte que déjà sur la population agricole, en 20 ans, on a fait disparaître 50% des agriculteurs avec des mécanismes assez faciles à comprendre. Hein. On distribue les aides de la PAC par unité de surface. Et donc, plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et plus on a d'aides, plus on achète d'hectares. Ce qui a entraîné ce que j'appelle moi le cannibalisme en agriculture, qui fait que les agriculteurs ont eu tendance, parce qu'il y a des logiques de rente d'argent public derrière chaque hectare, à se bouffer entre eux, si je peux utiliser cette expression-là. Donc déjà sur la population agricole, ça a entraîné ces conséquences-là, alors que si on avait fait d'autres choix, probablement on n'aurait pas constaté la disparition de tous ces actifs en agriculture, alors que si j'ai bien compris, globalement, on était dans une situation où beaucoup de gens cherchent de l'emploi et que de l'emploi en agriculture, ça peut aussi être un secteur qui peut avoir des attraits si tant est qu'on l'accompagne avec de l'argent public dans le bon sens. Sur l'impact de l'agriculture, et ce n'est pas tellement la PAC, sauf que la PAC a peut-être évité de juguler la situation, mais le modèle agricole développé sur cette même période d'environ 20 ans est à l'origine, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques de l'INRA, du CNRS et globalement de la majorité des scientifiques, a entraîné la disparition de 40% des oiseaux, 70% des insectes, et c'est intimement lié, hein, si les oiseaux disparaissent, c'est parce que les insectes ont disparu aussi, et la responsabilité des pesticides sur la disparition de cette biodiversité est importante. J'ai parlé de ces deux acteurs-là, mais malheureusement, on a d'autres acteurs, et notamment ceux de la vie du sol, qui intéressent directement les agriculteurs, qui se sont vus aussi régresser en raison des pratiques agricoles soutenues par la PAC, qui ne conditionnent pas assez les aides. Et on le voit avec la tendance sur l'usage des pesticides. Vous avez évoqué, Jacques, l'utilisation des pesticides. Le constat, c'est que ces 10 dernières années, on a vu la dépendance de l'agriculture en France aux pesticides augmenter de 25%, alors que, le Grenelle de l'environnement avait imaginé que sur ces 10 ans-là, on réduise de 50% l'usage des pesticides en agriculture. Et c'est là l'enjeu du Green Deal, c'est d'inverser ces tendances-là, d'intégrer ces chiffres-là pour justement faire de la PAC la solution pour inverser lourdement ces tendances. Très bien. Éric Andrieu? Oui, merci. La question qui est posée, c'est en quoi la nouvelle PAC répondra-t-elle aux questions posées dans le panel, malheureusement, j'ai envie de dire, la nouvelle PAC ne répond pas à grand-chose de ce qui a été pointé, ni sur l'emploi, ni sur la qualité alimentaire, ni sur l'intervention sur la biodiversité. Et Benoît vient de le dire excellemment. Je crois que c'est ça la question qui nous est posée finalement, parce que le projet de PAC sur lequel nous travaillons, il a été mis sur la table il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et que depuis 1 an et demi, les choses, d'abord au départ, la proposition, moi j'étais là dans l'ancien mandat, donc contrairement à Jérémy et à Benoît, j'ai toujours considéré que la proposition qui était sur la table n'était pas à la hauteur des enjeux agricoles, alimentaires, de santé humaine, de diversité des territoires et d'emploi sur la ruralité depuis le début.
Et un an et demi après, c'est pas à force d'amendements, nous ne sommes pas parvenus à, comment dire, réinvestir le sens commun de cette réforme. Cette réforme, elle n'a rien changé par rapport aux précédentes, si ce n'est qu'elle propose aux États membres de mettre en œuvre, finalement, administrativement, les modalités de la future politique agricole commune. Mais sur le fond, rien ne change. C'est-à-dire que les questions, le lien entre l'aide publique et l'emploi et les territoires, les questions entre l'agriculture, l'aliment, la santé humaine, les questions avec le lien entre l'agriculture et la biodiversité, etc., on n'a pas le temps de développer, sont toujours sur la table. Et c'est en cela que je forme un espoir important sur le Green Deal, finalement, ou sur l'approche Farm to Fork, c'est-à-dire de l'approche que la Commission doit produire, sur laquelle nous allons travailler collectivement, en gros, qui signifie de la fourche donc à la fourchette, pour redonner du sens à l'agriculture. Moi, je considère effectivement que depuis 50 ans de politique agricole commune, on a été à la concentration et que ceux qui en ont le plus bénéficié, c'est le monde de l'industrie agricole et le monde de la chimie. Et que le perdant, c'est le producteur, schématiquement, parce qu'on n'a pas le temps d'aller au-delà. Mais sincèrement, c'est cette inversion qu'il nous faudrait pouvoir débattre aujourd'hui. Et que si nous en avions la possibilité, les rapports qui sont sur la table, il faudrait qu'on les reprenne à zéro, parce que la crise du Covid-19 est révélatrice, comment dire, de cette incurie, finalement, d'une réforme qui ne répond pas aux vrais problèmes, donc ni agricoles, ni sanitaires, ni économie de la ruralité. Voilà, je ne vais pas aller au-delà, parce qu'on n'en a pas le temps, mais on pourrait bien sûr développer ces sujets. Très bien. Deuxième sujet. Malgré l'apport économique de la PAC, nombre d'agriculteurs vivent mal, voire très mal de leur métier. En 5 ans, la filière a perdu, d'après Nielsen, environ 5 milliards d'euros de valeur. À cela s'ajoute une profusion de critiques sur le monde agricole et sur ses pratiques, une non-reconnaissance du métier d'agriculteur, un non-renouvellement générationnel du métier d'agriculteur et donc à terme des inquiétudes sur la capacité à assurer une autosuffisance alimentaire. Ma question sera, en quoi la PAC s'évertue-t-elle à inverser ces tendances? Et je vais commencer par Jérémy de Cerne. Moi, je pense que, encore une fois, ce que doit faire la PAC et ce que la PAC, en quoi la PAC s'évertue-t-elle à inverser ces tendances, je pense que, en gros, en matière de renouvellement des générations, ça a été dit par mes deux collègues, enfin surtout Benoît, voilà, on a été très mauvais. On n'a pas choisi de privilégier les hommes. Et pour le coup, j'ai aucun mal à en parler là-dessus parce que le syndicalisme jeune que j'ai présidé pendant quelques années a toujours défendu l'installation, le renouvellement des générations, la priorité sur les hommes plutôt que les hectares. Ça a toujours été une valeur à défendre. Et si vous voulez, la politique agricole commune a perdu du sens d'année en année, ça je le conçois tout à fait, parce qu'elle n'avait plus de stratégie. On pourrait se dire aujourd'hui, si la politique agricole commune avait un objectif un peu concret sur, bon, Benoît dirait l'emploi, moi je dirais le maintien des hommes, mais ça veut un peu dire pareil, mais des fois il y a des syntaxes qui plaisent mieux. Le maintien des hommes nombreux, des hommes et des femmes nombreux sur tous les territoires, ça pourrait être un objectif de la politique agricole commune pour garder justement le lien entre la production et la consommation, une certaine proximité. Si on veut demain on puisse voilà, profiter des produits qui sont sur notre territoire, il faut aussi qu'on maintienne des agriculteurs en nombre important. Donc, la PAC, elle réussira aussi à faire si elle se base sur des symboles un peu précieux comme le renouvellement des générations et donc la non-perte de paysans en nombre comme c'est le cas aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Éric Andrieux, moi j'ai relevé par exemple que en moyenne par exploitation, les subventions de la PAC, suivant les pays, variaient entre 20 et 30 000 euros environ par exploitation, en moyenne. Quand on regarde les revenus en euros en moyenne de ces exploitations par pays, on arrive à des revenus entre 20 et 70 000 euros
par exploitation. C'est important. Et quand on regarde de combien le revenu des exploitations dépasse-t-il le montant des subventions, ça c'est important. C'est la vraie valeur ajoutée en fait. Eh bien, on passe pour l'Italie de 46%, l'Espagne 45%, les Pays-Bas 44%, l'Allemagne 30%, la France 5%. Est-ce qu'il existe un problème français sur le revenu des exploitations dans la chaîne de valeur de l'alimentation par rapport aux pays que je viens de citer? Ça semble évident. Et quelle est votre analyse par rapport à ça, Éric Andrieux? Oui, alors là, du coup, la question n'est pas tout à fait la même. Donc, on rentre dans le précis. Oui, c'est-à-dire que, alors si je réagis sur la dernière question, celle que tu poses, Jacques, oui, je pense qu'il y a un vrai souci donc, dans la chaîne alimentaire, c'est un vrai sujet, sur la répartition de la valeur. Donc ça, c'est un sujet, effectivement, donc, qui n'est pas que franco-français, qui est européen, mais avec des tendances plus fortes. Voilà. Ça, c'est un premier élément sur lequel, effectivement, mais dans la réforme, dans ce que nous avons sur la table, il n'y a pas de réponse précise à amener donc, sur la question de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire. Voilà. Sur les segments, donc ça, c'est un sujet qu'il faudrait, par exemple, que l'on puisse poser. Et ça veut dire qu'il faudrait sortir de façon très claire, d'abord, sur les modalités de l'aide qui ont été pointées, c'est-à-dire que l'aide découplée aujourd'hui, on est le seul continent au monde à procéder par l'aide découplée. Donc, nous avions été certains à faire une proposition différente sur l'aide qu'on appelait au contracyclique, c'est-à-dire dans cette modalité, on n'a pas une fois de plus le temps de l'exposer, qui était différente, qui prenait en compte plus l'emploi, et là Jérémy ne pourra pas me démentir, plus l'emploi, Benoît, et les territoires, et puis la question du revenu. Donc, et là, de ce point de vue-là, le législateur doit être dans l'obligation de rétablir donc, la question donc, de l'équilibre de la valeur sur la chaîne alimentaire. Ça, c'est un sujet qui est majeur. Par ailleurs, donc, si je reviens sur la première question, et vous dites est-ce que cette PAC va pouvoir inverser? Non, puisque je le redis, on l'a déjà abordé, les éléments restent les mêmes. Moi, je pense qu'il y aurait véritablement besoin, dans ce moment d'ailleurs, et la crise que nous vivons le révèle, d'une véritable politique agricole et alimentaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que depuis 50 ans, je le redis, on a isolé le fait agricole du fait sociétal. Et on a isolé, ça c'est ma lecture, donc l'agriculture, je le redis, de l'aliment, de la santé humaine. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un devoir politique de remettre l'agriculture et l'alimentation au cœur du débat politique, au cœur du débat de la société. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. Et pour ce faire, regardez, prenez évidemment l'exemple de l'aide alimentaire. L'exemple de l'aide alimentaire, le budget européen sur l'aide alimentaire, c'est 600 millions d'euros par an. Le budget américain, c'est 80 milliards d'euros par an. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, avec les populations en grande difficulté. Donc, ça veut dire que c'est des indicateurs qui nous obligent donc, à reconsidérer, ça c'est mon point de vue, l'enjeu agricole et alimentaire. Et c'est la vraie question en matière de souveraineté ou de sécurité alimentaire, et on le voit bien dans cette réforme-là, par exemple, du point de vue de la régulation, il n'y a aucune proposition, et nous y travaillons tous les trois dans le rapport OCM, aucune proposition de la Commission. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faudrait vraiment que l'on creuse, et j'espère qu'on va pouvoir amender le projet pour lui donner de la valeur et du sens, comme l'a dit Jérémy. Benoît Biteau. Ouais, moi, je vais prolonger dans le sens de la thématique que vient d'ouvrir Éric. Le sujet agricole, ça ne peut plus être un sujet confiné dans des débats de la sphère agricolo-agricole. Il a complètement raison. Il faut qu'on replace le sujet agricole dans un véritable débat de société avec des enjeux qui convoquent une approche globale, qui n'est pas que l'approche de l'agriculture et du revenu des agriculteurs, mais de tous les impacts de l'activité agricole sur notre quotidien, tout simplement. Ne pas perdre de vue la fonction fondamentale de l'agriculture qui est de produire de la nourriture pour les mangeurs, ça c'est pas à remettre en cause, on est d'accord, mais à côté de ces enjeux de l'agriculture, il y a d'autres enjeux parce que l'agriculture par exemple occupe environ 60 ou 70% des espaces tout autour de nous. On l'a évoqué dans la première série de réponses, la biodiversité, mais on peut aussi parler du climat, on peut aussi parler de la ressource en eau.
On peut aussi parler de notre santé, puisque par les activités agricoles qui occupent 60% ou 70% des territoires, un impact la qualité de l'eau, un impact donc qu'on va boire, un impact la qualité de la nourriture qu'on mange et la qualité de l'air qu'on respire. Et donc, ces sujets-là font que ça nécessite une approche globale. Et c'est d'autant plus renforcé que beaucoup d'argent public est engagé dans l'accompagnement de cette activité économique. On l'a dit, 9 milliards d'euros de l'Union européenne qui viennent sur le territoire national pour accompagner l'activité agricole. Mais si on y agrège les aides régionales, les aides de l'État, on est autour de 14 milliards d'euros engagés chaque année sur le soutien des activités agricoles, donc qui nécessite, avec autant d'argent public, que l'argent public soit engagé en conformité avec des attentes sociétales et donc nécessite l'engagement de ce débat qui fait référence à des attentes de société. Et la PAC n'est pas la seule à devoir se réformer. C'est-à-dire que celle qui est sur la table aujourd'hui, dont a parlé Eric, et je suis complètement d'accord, ne répond pas aujourd'hui à tous ces engagements-là. Il y a des trous dans la raquette à peu près sur tous les sujets. Je vois sur les questions, par exemple, sur la régulation des marchés, on a oublié la régulation des marchés et on voit sur la crise du Covid, par exemple, combien la régulation du marché aurait été utile, notamment par rapport à la crise du lait en ce moment. Donc, on voit ces sujets-là, mais il n'y a pas que la PAC qui doit agir. Il y a les politiques nationales peuvent accompagner le mouvement de la PAC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on engloutit beaucoup d'argent public sur le thème de la réparation de certains dégâts causés par les pratiques agricoles qui sont des politiques curatives extrêmement coûteuses. Eh bien, ayons l'audace, le courage d'agréger aux 14 milliards d'euros sur la PAC engagés aujourd'hui sur le territoire national ces politiques qui sont des choix de politiques curatives pour accompagner l'enveloppe qu'on destine aux agriculteurs, pour accompagner cette fois des logiques préventives, des logiques d'anticipation. Et donc là, on sort d'une logique où l'agriculteur est indemnisé, perçoit des subventions et a parfois l'impression d'être assisté, et les aides deviennent des rémunérations parce qu'ils rendent véritablement des services au plus grand nombre sur le climat, sur la santé, sur la biodiversité et bien sûr sur l'alimentation. Voilà. Merci. Très bien, un autre thème, si vous voulez bien, celui du bio, mais au-delà du bio, tout ce qui va dans les tendances des consommateurs aujourd'hui sur l'origine, la transparence, les produits santé, etc., qui sont une demande très, très forte et qui posent des questionnements liés à des coûts de production plus élevés pour des volumes qui sont moins importants, dans un contexte de pouvoir d'achat restreint, alors que la démographie augmente et que les besoins donc, pour se nourrir augmentent également. La question de pouvoir fournir tous les segments de production et donc de consommation se pose. Ma question sera double. S'agissant du bio, mais également de tous ces paramètres, et je pense à l'agroécologie également, quelles aides de la PAC permettent de compenser ces productivités moindres, lutter contre les maladies, les ravageurs? Est-ce que l'agroécologie prend du sens au niveau européen? Avec quelles aides? Et la deuxième partie de ma question, la PAC a-t-elle l'ambition de couvrir tous les besoins alimentaires aujourd'hui et comment? Alors, je vais commencer. Je vais commencer par Eric Andrieux. Merci. Alors, je commencerai par la dernière question. Est-ce que la PAC a besoin de couvrir tous les besoins alimentaires? D'abord, la PAC, c'est une politique publique agricole. Voilà, c'est pas une politique agricole. Voilà, il faut bien distinguer les choses. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'Europe n'a pas vocation à nourrir le monde. Voilà, c'est un premier postulat sur lequel il faudrait le coup déjà qu'on débatte plus globalement avec la Commission, le Conseil. Donc voilà. Par contre, elle a vocation à travailler son indépendance alimentaire. Et en matière de souveraineté ou de sécurité alimentaire, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une période tendue, d'accord, de surproduction ou de stock infime. Juste une petite parenthèse, en matière de céréales, par exemple, nous n'avons pas de stock au niveau mondial, puisqu'on a le double de stock que nous avions en 2007, mais 55% des stocks de céréales sont en Chine aujourd'hui. En Chine, par exemple, il faut savoir ça, elle a 9 mois d'autonomie alimentaire devant elle, au moment où l'Union européenne, nous avons à peine 43 jours, par exemple. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on discute en termes de stratégie, de souveraineté ou de sécurité. Donc ça veut dire, si aujourd'hui on avait des incidents climatiques,
les choses ne se passeraient pas forcément aussi bien que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est des sujets sur lesquels, au niveau européen, nous sommes en devoir de penser les stratégies donc, sur le moyen et le long terme. Sur la question du bio, donc, vous le disiez, et sur le coût, finalement, là encore, je le rapprocherai avec la question de la chaîne alimentaire, c'est où se répartit la valeur. C'est un premier élément, d'une part. Donc, et ensuite, je pense qu'une politique publique, si on fait le choix de la santé humaine, qui fait le lien direct avec la qualité de l'aliment, le côté nutritif de l'aliment, ça veut dire qu'on doit, et non pas le choix de la financiarisation de certains modèles agricoles, ça c'est une autre lecture, donc, mais ça veut dire qu'il faut qu'on oriente l'aide publique, c'est-à-dire l'impôt collectif, vers des choix politiques que nous devons nous faire. Et ça se fait par de la conditionnalité, c'est-à-dire qu'on doit conditionner l'aide publique en fonction des aliments que l'on veut voir dans l'assiette du consommateur. Et de ce fait, de ce point de vue-là, je considère que la réforme n'est pas assez forte pour pouvoir orienter ce mode de production. En fait, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la question du modèle agricole. Comme la question de la crise pose le modèle de société, donc, et ça c'est l'enjeu du Green Deal, je pense que la question sur laquelle il faudrait que nous puissions débattre et mettre en œuvre des règles, parce qu'en fait, la politique, ce n'est rien d'autre que d'organiser le vivre ensemble. Et là, on est au cœur d'un sujet éminemment politique. Et que sur le bio, ou le bio, l'agriculture de proximité, donc l'agriculture donc, vertueuse, ça induirait effectivement des choix de société, des choix politiques dans la redistribution de l'aide publique. Très bien. Benoît Biteau? Moi, je vais répondre, mais en commençant par la deuxième question pour arriver sur la première partie. Parce que c'est le prolongement exact de ce que j'ai expliqué juste avant sur le débat de société et sur la façon dont on doit utiliser les aides publiques de la PAC, mais aussi des autres aides publiques. Parce que la vraie réponse, c'est que on a un modèle qu'on pourrait définir ensemble, mais que je préfère, moi, dont je préfère parler plutôt que parler de l'agriculture biologique, qui est l'agroécologie. C'est-à-dire que l'agroécologie, si on veut en donner une définition simple, en tout cas moi je trouve, c'est des solutions de production agricole basées sur des réponses proposées par la nature. Et là, quand on a ces réponses-là, on arrête avec un modèle agricole qui détruit la biodiversité, le climat, la santé, l'air, l'eau. Enfin voilà, on a fait la liste déjà depuis tout à l'heure. Et donc, quand on a ces solutions-là, on voit bien que si on les accompagne avec les aides publiques de la PAC, donc les 14 milliards, parce que moi j'aime bien parler aussi des fonds régionaux et nationaux qui sont adossés aux 9 milliards proposés par l'Union européenne, si on adosse à ces 14 milliards-là toutes les réponses curatives qu'on est obligé d'apporter sur ces sujets-là, pour accompagner l'agroécologie, on a la réponse pour régler un certain nombre de problèmes et véritablement accompagner le producteur dans une véritable rémunération. Et si on réussit ça avec l'agroécologie et que la bio devient une conséquence de pratiques agroécologiques, tout l'argument qui consiste à dire, parce que quand on le fait bien, quand on fait bien l'agroécologie et que la certification bio ne devient qu'une conséquence des pratiques agroécologiques, les problèmes de productivité qui sont souvent montrés du doigt quand on dit la bio ne pourra pas nourrir la planète, ça renvoie déjà à ce qu'a déjà dit Eric, c'est-à-dire est-ce que c'est la vocation des pays du Nord de produire la nourriture pour toute la planète et d'inonder avec des productions dans le Nord les pays du Sud, ou est-ce qu'on essaie de retrouver des notions que moi j'appelle souveraineté alimentaire, qui consiste à produire ici pour nourrir ici et produire là-bas pour nourrir là-bas. Donc essayons d'avancer comme ça, et la réponse pour avancer comme ça, c'est l'agroécologie. Et le constat, c'est que quand on fait de l'agriculture biologique grâce à l'agroécologie, j'ai terminé, on n'est plus sur ces logiques de baisse de productivité, on est sur des maintiens de la productivité parce qu'on a adopté des pratiques agronomiques extrêmement performantes, extrêmement abouties. Le bio, ce n'est pas juste retirer les pesticides et retirer les engrais de synthèse, c'est d'abord changer de logiciel, changer de pratique pour rester effectivement suffisamment productif. Eh bien, Jérémy Dessernes. Je ne sais pas s'il faut que je commence par la première question ou la deuxième, parce que mes collègues ont plutôt pas mal répondu. En tout cas, je partage une bonne partie de l'objectif. Après, encore une fois, moi je redis, ne sous-estimons pas l'affaiblissement qu'on porte à notre agriculture en disant que le modèle d'aujourd'hui, il tue la biodiversité et ci et là. Moi, ça me blesse un petit peu parce qu'on est quand même un paquet d'agriculteurs, on est tous les deux agriculteurs, Benoît, voilà, qui de fait
le prennent mal, ça se comprend. Je veux dire, ils sont déjà enterrés pour beaucoup sous les charges. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à critiquer la politique publique, mais je pense qu'il faut être voilà, vigilant là-dessus. Après, je pense qu'en termes de temporalité, et ça, que ce soit Benoît ou Eric, même d'autres autour de l'ordinateur ce soir le savent, on a aussi à négocier avec d'autres Européens qui ont une vision de l'agriculture qui est bien différente de la nôtre. Et je pense que nous devons, nous trois par exemple, mais avec les autres députés de la commission, enfin des autres députés français de la commission agricole, nous devons aussi mettre un peu l'accent sans faire les malins, mais en mettant un peu en avant notre agriculture qui est quand même, je pense, en matière de qualité, un peu en avance sur d'autres pays européens. Et ça, je pense que nous devons aussi avoir une stratégie pour nous en servir. Voilà, le modèle agricole français, même s'il doit évoluer, il part d'un peu plus loin que d'autres. Enfin, il a déjà avancé par rapport à d'autres modèles agricoles dans d'autres pays. Et voilà, donc posons-nous aussi là-dessus pour essayer de pousser une ambition européenne agricole et alimentaire, parce que je partage tout à fait ce qu'ont pu dire Eric et Benoît là-dessus. Je pense que l'alimentation doit être au centre de tout ça et réellement aussi prendre exemple sur les politiques américaines. Les États-Unis ne font pas que des bêtises non plus et de temps en temps, on prendrait exemple sur eux pour définir un peu notre modèle politique de défense aussi de l'agriculture, ce serait intelligent. Voilà, mais ne tapons pas trop sur le modèle français et servons-nous plutôt de ses atouts pour le mettre en avant au niveau européen. On va y revenir, si vous voulez bien, notamment sur la question des résultats et de notre placement dans ce domaine-là par rapport à nos concurrents européens et mondiaux. Mais à ce stade-là, il me reste deux sujets à dérouler. Je vais me tourner vers Didier pour qu'il nous fasse peut-être un petit point des questions des internautes qu'on n'aurait pas traitées. On a quelques, alors c'est pas tout à fait pas traité, mais puisqu'on était sur le bio, on a des internautes qui nous demandent si le bio en France est de meilleure qualité que celui du reste de l'Europe ou des autres pays qui nous servent. Donc, c'est souvent une question qu'on entend, je crois qu'il faut la poser. Ensuite, la question du Covid-19 et qui a un lien étroit avec les questions liées à la biodiversité reviennent aussi. Et enfin, les accords internationaux tels que le CETA ou l'accord passé avec le Mexique, là, qui semble, selon un internaute, amènerait plus de 20 000 tonnes donc, de viande issue donc, de ce pays-là, ne mettent-ils pas en danger finalement nos agriculteurs français? Alors, sur les trois questions, je vous propose de décaler la troisième parce que c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Ça sera mon cinquième sujet sur les accords internationaux. Donc, par contre, se concentrer sur la réponse sur le bio européen et le bio français. Et le deuxième sujet, c'était le Covid-19 et le lien avec la biodiversité et les conséquences. Voilà. Je fais un appel pour que quelqu'un se dévoue. On ne va pas passer les trois députés sur des sujets. Donc, si quelqu'un veut bien… je veux bien me lancer. Je veux bien me lancer. Je n'ai pas ouvert encore. Donc, comment on fait tourner les… sur le bio français, le bio européen, on est quand même sur une harmonisation. Et la volonté, c'est bien d'harmoniser le cahier des charges de l'agriculture biologique à l'échelon du territoire européen. Donc, ça, c'est un sujet qui est plus ou moins derrière nous. Après, le sujet autour de la bio, c'est que la certification et le cahier des charges à l'agriculture biologique ont pour vocation de donner un certain nombre de garanties. Garantie d'absence de pesticides dans les produits issus de l'agriculture biologique, garantie d'absence d'engrais de synthèse, garantie d'absence d'OGM et garantie de bien-être animal. C'est un peu caricatural, mais c'est les 4 grands enjeux du cahier des charges à l'agriculture biologique. De grâce, ne demandons pas autre chose que ce cahier des charges-là qui va avec la certification à l'agriculture biologique. En revanche, on peut effectivement s'inquiéter ou constater que certains qui répondent à ce cahier des charges, pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse, pas d'OGM et bien-être animal, ont des pratiques qu'on pourrait qualifier moins éthiques, qui sont
moins équitable. On parle souvent du commerce équitable nord-sud, mais on peut se poser la question du commerce équitable à l'intérieur de la communauté européenne. Et effectivement, ça, c'est des enjeux qui ne sont pas portés par le cahier des charges à l'agriculture biologique et qu'il faut essayer de développer, mais probablement avec d'autres outils que le cahier des charges à l'agriculture biologique. Donc, attention à l'interprétation qu'on veut bien donner au cahier des charges à l'agriculture biologique. Après, sur le Covid, moi, j'ai l'impression effectivement que le Covid fait un certain nombre de démonstrations et doit nous amener à des enseignements qui devraient effectivement nous amener à revisiter la copie de la PAC en profondeur, celle qu'on connaît aujourd'hui, qui effectivement fait la démonstration qu'on continue sur la même voie et que sur cette voie-là, on continue de soutenir avec de l'argent public des réponses qui, y compris dans une crise sanitaire comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ne sont pas les bonnes. Voilà, j'ai fini, Didier. Très bien, merci. Mon quatrième sujet concernera les plans stratégiques nationaux que chaque État membre… Excuse-moi de t'interrompre, Jacques. Je crois que Eric voulait intervenir aussi sur le sujet précédent. Il a levé la main. Oui, oui, Eric. Je vais faire un point rapide sur le minutage pour que vous sachiez où vous en êtes. On est à 12 minutes sur Benoît, on est à 9 minutes sur Eric et on est à 3, 4, 5, 6, 7 minutes pour Jérémy. Oui. Bon, non, moi, c'était juste parce que Benoît est intervenu rapidement, mais rapidement revenir sur le bio. Parce que moi, j'étais rapporteur shadow sur le nouveau règlement de l'agriculture biologique européen, qui devrait être effectif au 1er janvier 2021. Là, au regard de la crise, on s'interroge de le décaler d'un an, parce que tout ça a été bouleversé. Mais déjà, il faut savoir que le règlement européen s'applique au territoire européen. Voilà. Le vrai problème, ce n'est pas tellement par rapport à l'agriculture biologique intracommunautaire, c'est par rapport aux produits dits d'agriculture biologique venant des pays tiers. Et là, dans le nouveau règlement, ce qui est très important, c'est que nous sommes passés de la règle d'équivalence à la règle de conformité. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2021 ou 2022, tous les pays tiers devront se conformer aux règles de l'Union européenne. Voilà, je ne veux pas aller dans le détail, mais donc ça, c'est un grand changement pour garantir aux consommateurs qu'effectivement, les produits estampillés bio à partir du nouveau règlement, devront répondre aux mêmes règles communautaires. Ça, c'est un premier point. Un élément sur le lien Covid-19 et biodiversité, oui. Moi, je considère que la crise du Covid-19 est une crise de la biodiversité. Et donc, c'est bien un déséquilibre. Ça a été transmis de l'animal à l'homme. Donc, c'est bien un déséquilibre beaucoup plus global que l'on ne peut pas développer ici, mais qui, effectivement, révèle bien que l'homme agit sur la biodiversité de telle sorte qu'il a produit un déséquilibre total. Et comme disait Benoît, il faut qu'on remette de la politique publique et de l'intervention pour rétablir ces équilibres-là. Et que l'enjeu, c'est pour ça qu'on l'a posé dans le Green Deal, l'enjeu majeur du Green Deal, c'est justement ce rééquilibrage autour de la biodiversité dans lequel l'homme fait partie intégrante. Autrement, à la fin, on sera exclu de la biodiversité. C'est ça le danger que nous pouvons courir tous ensemble. Alors, le lien avec mon quatrième sujet va être relativement aisé puisqu'il s'agit de l'élaboration des plans stratégiques nationaux que chaque État membre doit donc élaborer. En quoi cela consiste-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'une déclinaison nationale de la PAC? Est-ce qu'on assisterait à un rôle diminué des régions dans un discours plutôt de décentralisation? Ça semblerait un peu incongru. Donc, il s'agit effectivement des fonds FEADER dont les régions avaient la gestion. Alors, à titre d'exemple, mais c'est un exemple aquitain que Benoît connaît bien sûr, mais qui peut s'adresser à d'autres régions sur d'autres dispositifs. La région aquitaine a l'ambition d'une politique qui s'appelle Neoterra, qui est une politique assez transversale, mais qui concerne beaucoup l'agriculture, puisqu'il s'agit de 11 engagements pour favoriser la transition énergétique et écologique en accompagnant les agriculteurs, avec une agriculture plus responsable de l'environnement, la santé des citoyens, soucieuse de l'économie de l'agriculteur, avec un pan sur la gestion de l'eau, des engagements citoyens, une transition écologique et énergétique, je l'ai dit, des zéro déchets, la préservation des terres agricoles par rapport à l'artificialisation,
la biodiversité, le développement des mobilités propres. C'est un gros sujet sur lequel la région s'est terriblement investie. Ma question, les pays membres reprendraient-ils la main sur ce deuxième pilier historiquement géré par les régions? Et si oui, quelles conséquences? On voit bien, et je vous ai bien entendu, sur le côté opérationnel, en fait, qui se doit être proche des territoires. Et qu'est-ce qui est le plus proche d'un territoire qu'une région, avec toutes les spécificités qui sont contenues dans l'économie d'une région, sa géographie, etc. Nous avons un crédit qui concerne Jérémy de Serres, dont je lui laisse la parole, qu'il amuse. Il peut faire 4 minutes. Hein. Allez, vas-y. Oui, je ne vais pas manger tout mon temps. Si on refait une conférence, je le récupérerai une prochaine fois. Non, mais justement, je voulais juste répondre. Je redis encore sur l'importance aussi par rapport au sujet de tout à l'heure, la question juste avant, là. Il ne faut pas non plus, en voulant trop révolutionner la politique publique, qu'on fasse faire aux agriculteurs un virage à 180 degrés qu'ils ne supporteraient pas. Donc, il faut aussi que tout ça aille progressivement. Il faut que politiquement, nous ayons le courage de porter des sujets importants et déterminants pour la nature, pour l'environnement, pour tout un tas de raisons. Mais il faut aussi se soucier de la capacité que pourront avoir les agriculteurs et les agricultrices, notamment en France, de supporter des changements un peu trop violents. Donc voilà, ça c'était pour dire par rapport au bio ou pas bio, tout ça, bien sûr qu'il faut réfléchir à de nouveaux modèles, à de nouvelles formes, mais il faut y aller progressivement. Par rapport aux régions, par rapport à votre question, déjà juste rappeler que ce n'est pas historique que les régions gèrent le deuxième pilier. C'est que depuis quelques années, je crois. En tout cas, même si 2014. Même si je ne suis pas très vieux dans la défense professionnelle, je me rappelle qu'avant, c'était national et c'est tout. Moi, là-dessus, je pense que si l'Europe réussit dans la politique agricole commune à trouver quelques sujets, quelques objectifs bien précis et donc une stratégie, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, elle pourra permettre de donner la latitude à des échelons régionaux. Bien sûr, l'échelon national aura sa part de responsabilité, mais voilà, l'échelon régional et peut-être encore plus local au niveau des départements, elle pourra aussi accompagner des politiques un peu plus locales qui répondent à des spécificités de territoire. Mais pour le faire efficacement, il faut déjà qu'elle ait un objectif européen assez précis, assez droit pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce qu'aujourd'hui, ça a été dit par Benoît, par Eric, par d'autres, je veux dire, on déverse un tas de pognon dans chaque pays, et puis en disant au pays, démerdez-vous pour le distribuer, on va mettre quelques règles quand même pour que tout ne soit pas fait n'importe comment, mais il n'y a pas d'objectif, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a une manne financière, tous les 7 ans, elle se réduit. Et puis, chaque production, chaque État membre essaye d'en garder le maximum, mais sans avoir un objectif bien précis. Pour que les régions puissent avoir un impact, ou des échelons plus locaux puissent avoir un impact efficace sur le développement agricole, il faut que l'Europe donne un signal assez clair, en tout cas plus clair que ce qu'il existe aujourd'hui. Et ça, c'est notre boulot avec Eric et Benoît de défendre ce genre de choses. Très bien. Benoît Biteau, dans l'esprit de sobriété qui l'anime. Je vais faire vite. Effectivement, on voit bien qu'il y a des volontés régionales et Néoterra en est une belle illustration. On a vu, parce qu'on peut s'appuyer quand même sur la période où les régions sont devenues autorités de gestion, en vérité 2014, mais on a commencé à en voir les applications réellement qu'en 2015, que les régions peuvent jouer un rôle. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe dans les relations en Europe avec les autres États membres, on voit bien que le canal des régions, on le voit avec les États fédéraux, est un canal qui fonctionne bien, et notamment pour les politiques agricoles. Et je pense qu'on ferait une erreur fondamentale à remettre en cause le rôle des régions dans la façon dont on utilise les fonds européens et qu'on assiste
à une recentralisation, parce que ça s'appelle comme ça, des politiques européennes vers l'État. Moi, je pense qu'on ferait une erreur fondamentale. Donc, moi, je pense que c'est pas la bonne réponse. Après, juste pour répondre à Jérémy sur le changement des pratiques agricoles qui nécessite d'être accompagné, c'est exactement ce que je propose. Je propose même qu'on l'accompagne encore plus franchement en adossant aux politiques de la PAC, je ne vais pas refaire ma démonstration, des politiques nationales qui sont aujourd'hui mobilisées dans des logiques curatives pour accompagner le revenu des agriculteurs et les rémunérer parce qu'ils rendent des services. J'ai fini, Didier. Très bien. Éric Andrieux? Oui, merci. En fait, oui, il y a beaucoup de confusion dans cette question-là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes en plein paradoxe. C'est-à-dire que dans un moment, là encore, la crise le révèle, nous avons besoin plus que jamais de politiques communes à l'échelle européenne. Donc, on est en train de développer l'intergouvernemental. Ça, c'est une première erreur. Et la PAC en est un exemple. On est en train de renationaliser la mise en œuvre d'une politique, de la seule finalement politique commune au niveau européen. Et parce que le problème aujourd'hui n'est plus le marché intérieur, il y a le rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire le rapport aux États-Unis, le rapport à la Chine, le rapport à l'Inde, le rapport à la Russie, etc. Ça, c'est une erreur fondamentale. Ensuite, si on définit, donc il y a besoin d'une politique, on l'a dit tous les trois, agricole et alimentaire commune. Mais une politique, c'est on remet l'agriculture au cœur du débat sociétal. Ça, c'est un enjeu. Ensuite, il ne faut pas confondre avec la mise en œuvre. Et là, la mise en œuvre, c'est là où moi, je fais partie de ceux qui croient depuis toujours à l'approche bottom-up, celle qui vient du terrain. Et oui, je considère que les régions ont un rôle essentiel à jouer, parce qu'elles sont au plus près des acteurs dans leur diversité. Et que le fait de vouloir, pour des raisons purement administratives, verrouiller l'échelle nationale est une erreur stratégique. Donc, et voilà. Alors après, chacun il va avec sa boutique pour essayer de récupérer tel ou tel morceau, mais du point de vue de l'objectivité et de l'efficience d'une politique publique comme celle de la PAC, il faut la penser de mon point de vue globalement, comme on le dit souvent, et la mettre en œuvre au plus près des acteurs et des territoires dans leur diversité. Et c'est sur ce combat-là, je pense qu'il faut que nous soyons rassemblés et unis. Et ça peut accompagner, comme l'a dit Jérémy, le changement progressif du modèle et des pratiques. Donc, parce qu'on est différent en Aquitaine qu'on est dans l'Est de la France, ou dans le Sud-Est, ou dans le Nord. Voilà, et ça c'est une évidence. Donc, il faut ne pas oublier que les logiques dont on n'a pas parlé tout à l'heure de convergence externe qui interviennent aussi sur les prix, donc les convergences internes, doivent rester au cœur de la politique, de la future politique agricole commune. Très bien. Mon cinquième sujet, et ensuite on aura peut-être quelques questions diverses que Didier reprendra la main. Mon cinquième sujet concerne la balance commerciale agricole et agroalimentaire européenne, qui est excédentaire, d'environ 32 milliards d'euros, ce qui veut dire que l'Europe a besoin d'exporter. En France, malgré les 6 milliards d'excédents, que si on enlève la famille des vins et spiritueux qui en représente 11 milliards, on est déficitaire à hauteur de 6 milliards. On est déficitaire dans nos échanges européens également. On a une balance commerciale déficitaire vis-à-vis de nos partenaires européens. Et on a dégringolé, si je peux m'exprimer ainsi, depuis l'année 2000, de la 3e à la 6e place sur le podium des exportateurs mondiaux. Ce qui veut dire qu'on peut se poser quand même la question de notre modèle aujourd'hui agricole dans sa dynamique de production sur les marchés. Ma question, alors que notre balance commerciale montre donc une relative faiblesse, comment ne pas se poser la question des accords de libre-échange tels que le CETA et le Mercosur, tant sur les volumes que sur le respect de la concurrence tarifaire et sur les pratiques? Je vais commencer par Benoît Biteau. Il y a sûrement des choses à nous dire là-dessus. Oui, tout à fait. Je prends des notes pour ne pas oublier la question. Ça revient au thème qu'a posé Eric, je crois que c'est lui qui l'a posé. Agriculteur, alimentation. Se poser la question de pourquoi est-ce qu'on produit, c'est les fondamentaux là que je suis en train de convoquer. Pourquoi on produit et que faisons-nous des producteurs de l'alimentation. Et c'est ça le raisonnement qu'on doit avoir quand on réfléchit à la façon dont on construit les politiques publiques, à la façon dont on imagine des potentiels accords de libre-échange. Et là, on a affaire à un sujet absolument fondamental. C'est-à-dire qu'à
À quoi bon vouloir exporter du lait à tout prix sur un marché extrêmement concurrencé où on va avoir du mal à sortir notre épingle du jeu? À quoi bon chercher à exporter des céréales et du maïs avec des produits sur des surfaces qu'on n'utilise pas pour produire des protéines, qui va nécessiter qu'on importe massivement du soja, alors qu'on peut parfaitement produire des protéines sur le continent européen. Et se poser la question de à qui profitent ces échanges commerciaux. Est-ce que ça profite aux agriculteurs? Est-ce que ça profite aux mangeurs de notre territoire? Absolument pas. En réalité, quand on y regarde de près, on exporte certes des céréales, du maïs, du lait, de la poudre de lait, mais en vérité, on importe beaucoup de protéines, qui fait que finalement, la balance commerciale, elle n'est pas très positive, et que ce qui met de la valeur dans la balance commerciale, ce sont des produits de luxe. Et je suis bien placé pour en parler. Moi, j'évolue sur la zone de Cognac. Le Cognac, 98 ou 99% de la production est exportée. Mais est-ce que c'est un produit de première nécessité? Alors, certains pourront peut-être dire oui, mais on va pas entrer dans ce débat-là. En revanche, on peut qualifier le cognac d'un produit de luxe. Et c'est ça qui met de la balance commerciale. Est-ce qu'on peut continuer? Je conclus, Didier, j'ai vu ton signe. Moi, je pose la question, une question très claire. Est-ce que dans les accords de libre-échange qu'on continue de signer, on peut continuer de considérer que l'alimentation, la nourriture, est une denrée comme les autres, est un produit marchand comme les autres? Moi, je pense que ce n'est pas complètement raisonnable, c'est même complètement déraisonnable de continuer à mettre les denrées alimentaires dans des accords de libre-échange comme monnaie d'échange pour vendre de l'aéronautique, pour vendre de la voiture ou pour vendre de l'informatique. Jérémy Ducerle. 4 minutes encore. Hein. Benoît m'a piqué mon intervention finalement. Ça fait... Excusez-moi, je reprends un peu dans mon passé aussi. En 2008, les jeunes agriculteurs écrivaient un rapport en voulant, à côté de l'OMC, créer l'OMA, l'Organisation mondiale de l'alimentation, pour que justement l'agriculture et l'alimentation ne soient plus traitées au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Bon, voilà, donc là-dessus, on est sur une planète, je l'ai déjà dit, sans doute que mes deux collègues m'ont déjà entendu le dire, on est sur une planète où il y a 1 milliard de gens qui crèvent de faim et on continue, comme l'a dit Benoît, à traiter les questions agricoles alimentaires dans le libre-échange comme si de rien n'était. Donc voilà, c'est pas très sain humainement et je pense que ça aide pas les agriculteurs assez souvent pour qu'on continue à se comporter comme ça. Moi, je suis pour le libre-échange. Par contre, je suis pour qu'on traite l'alimentation dans un cadre dédié. Et donc, voilà, là-dessus, moi, je veux dire, c'est sur l'accord sur le Mexique là, qui a suscité quelques interrogations et quelques messages là, dans le chat. Je veux dire, qu'il y ait un accord qui soit discuté depuis des années, c'est pas dramatique, on le sait. Mais par contre, que la Commission s'en félicite de cette manière pendant le Covid, c'est quand même pas très, très pertinent, quoi. Donc voilà, là-dessus, je suis comme Benoît et je pense que Edric partage aussi la même chose. Quoi qu'il arrive, même sans sortir l'alimentation forcément des accords de libre-échange, il faut la traiter différemment du reste. Sachant que vous le savez bien, puisque vous appartenez à une majorité gouvernementale, que les traités doivent être ratifiés par les États. Et donc, le Parlement français a tout à fait la possibilité de dire oui ou de dire non sur ce qui est proposé et qui a été négocié par l'Union européenne. Éric Andrieux, sur cette question? Oui, merci. Alors moi, je suis vraiment contre les accords de libre-échange tels qu'ils sont pensés aujourd'hui et mis en œuvre, et je suis beaucoup plus pour les accords de juste échange. Je veux dire, c'est comme ça. Et là, nous en sommes loin. Dans la question qui est posée, vous posez la question de la France dans l'Union et de l'Union dans le monde, finalement. Donc c'est ça, et le fait que le modèle qui était impulsé par l'OMC, donc là j'adhère à ce que dit Jérémy, est spécialisé les grands territoires. Benoît l'a dit tout à l'heure, que l'on se retrouve dépendant, nous en Europe, donc pour 80% des céréales venues du soja en particulier, de l'Amérique latine, qui n'est que du soja OGM, donc ça paraît totalement incongru. Alors qu'il y a la place pour un plan protéines sans OGM au niveau européen,
Donc c'est une question. Quand on voit comment la filière porcine aujourd'hui navigue entre la Russie d'un côté, le marché se ferme, on va vite sur la Chine, on est dépendant de la Chine, on redémarre. Bon, bref, ce sont des questions. Donc ça veut dire quoi? Qu'à la fois l'OMC a échoué dans une approche d'accords multilatéraux, et qu'aujourd'hui on enchaîne les accords bilatéraux les uns après les autres sans avoir aucune lisibilité sur l'impact que ça peut avoir sur nos agricultures et nos emplois et nos territoires. Ça, c'est une question qui me paraît donc, effectivement donc, majeure. Et aujourd'hui, voir la Commission qui se félicite en plein milieu d'une crise donc, d'un accord signé avec le Mexique, et donc ça veut dire, pour on prend la filière bovine, ça veut dire l'arrivée dans le marché européen de 20 000 tonnes de plus de viande bovine, alors que le secteur est en grande crise. Je pense qu'il est temps qu'on se pose ces vraies questions-là, et j'adhère à ce qu'a dit Jérémy sur une organisation mondiale des échanges agricoles et alimentaires, parce que effectivement, le grand mouvement s'est passé en 92 quand l'agriculture a été mise dans le GATT, donc, et là plutôt au OMC. Et donc là, il y a eu une tendance forte, c'est-à-dire qu'il y a une vision très libérale du monde dans laquelle on pense que le marché va tout régler. Or, aujourd'hui, on le voit bien aujourd'hui, dans le moment dans lequel nous sommes, la difficulté que nous avons à faire réagir notre commissaire européen à l'agriculture, pour lui dire il faut de la régulation, il faut coordonner sur le lait, il faut intervenir sur le sucre, il faut intervenir sur les patates, il faut intervenir sur le vin, il faut intervenir donc, sur les fromages, etc. etc. Et lorsqu'on voit la difficulté qu'il a à déclencher les outils de gestion de marché, ça dénote bien qu'il y a vraiment un souci d'ordre philosophique. Mais en attendant, on gère les crises par la faillite. Quoi. Et c'est toujours les petits qui disparaissent. Et ça, je pense que nous avons en commun à se mobiliser pour effectivement remettre là aussi donc, du sens et de la justice dans les échanges sur les normes de production, santé, sanitaire, environnementale. Parce que là aussi, on ne parle pas de la même agriculture. Quand vous allez au Brésil, où vous voyez l'élevage en France, on ne parle pas de la même chose. Voilà ce que je voulais juste rajouter à ce qui a été dit par Benoît et Jérémy. Donc, oui. Un dernier mot, non? C'est une réaction? C'est pour moi, là? Non, c'est pour Benoît, s'il voulait réagir. J'ai pris mon temps de parole sur le sujet. Ouais. Non, je croyais que vous avez demandé la parole. C'est moi. Voilà. Moi, j'ai terminé sur mes questions, dans le délai, d'ailleurs. D'accord. Pratiquement. Et je te laisse la parole, Didier, parce que tu as sûrement des interventions d'internautes qui m'ont. Oui, tout à fait. Sont venues des questions sur les circuits courts. Évidemment, ça paraît être quelque chose qui motive la population, qui peut être, selon certains, un moyen aussi de mieux rémunérer l'agriculteur, puisque moins d'intermédiaires. Certains ont été dérangés par le fait que l'on dise qu'on n'avait pas vocation à nourrir toute la planète, et ça génère une question sur l'aide au continent africain, par exemple. Quelle est votre position sur le sujet? La place de la Chine dans ce concert mondial aussi, c'est une question qui a été posée. Et j'ai 2 ou 3 questions de Lot-et-Garonne sur le lac de Caussade et sa construction. Alors peut-être êtes-vous au courant, et je crois que ça mérite là aussi une petite réponse. Et enfin, dernier élément, on nous demande si les chambres d'agriculture sont financées par la Commission européenne. Voilà. Ça va être compliqué de répondre à tout ça. Alors, choisissez ce qui vous intéresse et faites-le brièvement, si vous voulez bien. Après quoi, nous serons obligés de conclure et de remercier nos internautes. Jacques, je te laisse la main pour distribuer la parole. Non, mais je pense qu'on va distribuer, tout le monde a noté les questions. Donc, celui qui se sent d'attaque pour en saisir une, prend la parole. Voilà. Et je vois Éric Andrieux qui est prêt. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci, bien sûr. Non, j'ai essayé d'aller très vite. Sur le rapport entre circuit court et Covid-19, oui, à l'évidence, ça a révélé de nouveaux comportements. Et je pense qu'il faut qu'on soit prudent quand même, parce que le fait qu'on ait du temps pour cuisiner, ça nous a amené effectivement à s'intéresser donc au mets, donc à la qualité alimentaire, parce qu'on s'est remis dans les foyers à la préparation, donc à la cuisine finalement. Je ne suis pas convaincu, mais j'aimerais bien d'ailleurs que le mouvement se perpétue, mais je ne suis pas convaincu, c'est pour ça qu'il faut être prudent, que dès lors qu'on va reprendre nos rythmes effrénés donc, dans nos quotidiens, on soit sur les mêmes actes d'achat. Voilà.
je formule le vœu que ça se poursuive effectivement, parce que ça permettra à nos agriculteurs, en tous les cas, au moins, donc, à ceux de proximité, de pouvoir mieux vivre de leur métier. Je vais très vite, évidemment, vous comprenez. Oui, quand j'ai dit tout à l'heure que l'Union n'avait pas vocation à nourrir le monde, c'est moi qui ai envoyé ça, je continue à l'affirmer, mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir des véritables politiques avec le continent africain. Ce n'est pas incompatible. On n'est pas dans une approche colonisatrice, si vous voulez. Donc, je crois qu'il faut qu'on aille amener des aides fortes, comment dire, vraiment auprès du continent africain pour les accompagner donc pas une autogestion, en tous les cas, dans un développement de leur propre agriculture. Donc, voilà. Donc, mais pas du coup aller aujourd'hui avec nos produits européens, on le voit sur le lapin, on le voit sur la volaille, donc détruire des potentiels de développement endogènes au plus près donc, du continent africain. Donc c'est un véritable enjeu au niveau européen dans l'accompagnement au développement du continent. Voilà. La place de la Chine, je ne sais pas ce qu'on peut en dire en 2 mots. Donc, la Chine, voilà, du point de vue agricole aujourd'hui, donc elle est en train comment dire, de prendre une place considérable. Et il faudra qu'à l'avenir, nous soyons très vigilants, voilà, je vais dire ça, surtout en termes de commerce, avec ce continent-là. Donc, il ne faut pas le minorer, le potentiel économique que ça représente. Il faut qu'on soit très vigilant sur ce qu'on a dit, sur la question du juste échange, que les règles de production soient identiques en matière sanitaire, environnementale, donc principalement donc, sur ce qu'on a déjà évoqué. Et après, les chambres d'agriculture, je laisserai mes collègues répondre. Par un biais détourné, effectivement, par le Conseil, entre autres, la PAC intervient dans le budget des chambres, mais c'est une infime partie des budgets, je le crois, mais il faut détailler, donc, mais pas du point de vue fonctionnement général. Voilà, c'est ma contribution au débat. J'ai juste un petit message qui vient de s'afficher en me précisant que la Chine préside la FAO aujourd'hui. Oui. Non, oui. On n'est pas à la première incongruité donc, dans le domaine. Oui, moi je veux bien me lancer sur les questions. Sur nourrir le monde, effectivement, ce qu'il faut entendre, c'est qu'on doit accompagner les pays qui aujourd'hui sont en difficulté pour avoir leur souveraineté alimentaire, pour les aider à l'atteindre. Et c'est une des missions, l'une des commissions dans laquelle je siège, qui est le développement économique, où toutes les politiques de solidarité humanitaire sont portées par cette commission-là et visent davantage à accompagner ces pays-là pour revenir sur leur souveraineté plutôt que d'accompagner des logiques qui viendraient inonder leur territoire avec des productions qui ne seraient pas locales. Et la perversité du système européen, et c'est ça c'est un vrai sujet, et Eric a commencé à l'aborder, c'est cette forme de dumping. C'est-à-dire que quand on arrive avec des produits produits en Europe qui ont bénéficié du soutien des aides européennes, les produits arrivent sur le territoire africain, puisqu'il était question de l'Afrique, à des prix qui sont nettement moins élevés que les produits locaux, et donc qui mettent en grave difficulté la pérennité des producteurs locaux et des producteurs qui pourraient participer à la souveraineté alimentaire des territoires. Donc c'est ça l'enjeu sur le sujet. Sur la Chine, moi juste un petit détail, on parle d'agriculture aujourd'hui, moi la position de la Chine m'inquiète aussi sur l'acquisition de grands ports, et notamment en Afrique, qui va impacter la ressource piscicole, qui est aussi une ressource importante pour les pays du Sud, pour atteindre leur souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet aussi du positionnement de la Chine. Les circuits courts, rapidement, effectivement, on voit bien que le Covid a amené les gens à s'adapter et à faire le choix des circuits courts. Moi, je pense qu'il y a une vraie redécouverte des circuits courts et qu'il y aura un mouvement de fond. Et moi, j'encourage, et je reviens tout à l'heure un moment sur le rôle que jouent les collectivités territoriales avec la commande publique. C'est-à-dire que les circuits courts, c'est aussi potentiellement de la commande publique. Et donc, aujourd'hui, 14 ou 15% des produits agricoles passent par la commande publique. Privilégions les circuits courts, ça pourrait être un enjeu, et c'est dans Neoterra d'ailleurs que Jacques a évoqué tout à l'heure. Sur les chambres d'agriculture, indirectement, il y a des fonds européens qui arrivent parce qu'elles participent à des missions d'animation où il y a des fonds européens, donc je ne peux pas entrer dans les détails parce que j'en ai pas le temps. Et puis tout le monde m'attend sur le lac de Caussade, donc je vais pas ne pas y aller. Le lac de Caussade, il ne faut pas se tromper de débat, c'est-à-dire que le sujet du lac de Caussade, ce n'est pas, pour ceux qui s'y opposent, ce n'est pas de s'opposer à l'irrigation, ce n'est pas non plus de s'opposer à des hypothèses de stockage de l'eau pour accompagner l'agriculture, c'est juste revenir à des fondamentaux. Que dit la loi sur l'eau? La loi sur l'eau dit l'eau est patrimoine commun. Et donc, à partir du moment où il y a patrimoine commun, on doit réfléchir à des logiques de partage
qui permettent justement de respecter cette dimension de patrimoine commun. Ça n'est pas le cas avec un ouvrage illégal qui s'est construit sans vérifier que dans la gestion de ce patrimoine commun, il y avait le partage. Et le deuxième sujet, et j'ai fini Didier, c'est justement cette dimension de partage qui est codifiée par le Code de l'environnement et qui dit que la priorité 1, c'est l'eau potable, la priorité 2, c'est le bon état des milieux aquatiques, et seulement la priorité 3, l'eau économique. Et donc, ça passe par des vérifications réglementaires que ce Code de l'environnement est respecté quand on fait du stockage. Donc, encore une fois, il n'est pas question de s'opposer à l'irrigation, il n'est pas question de s'opposer au stockage, il est question de bien le concevoir, surtout quand on sollicite de l'argent public pour le construire. Très bien, Jérémy Dessernes. Alors, j'essayais de répondre vite. Je ne sais pas si je réussirai à rattraper le temps que je n'ai pas consommé. C'est peu probable. Je reviens sur ce que disait Éric Andrieux sur l'évolution alimentaire. Moi, je suis tout à fait aussi conscient et je partage le constat que ça a un peu évolué. Si par exemple on prend le cas de la viande bovine, paradoxalement, c'est le steak haché qui est en grande montée. Il ne semble pas que ce soit le plat le plus compliqué à préparer. Voilà, sur l'aide ou l'accompagnement aux pays africains et même du coup aussi notre analyse par rapport à la puissance agricole chinoise qui commence à arriver. Je pense que si on avait justement un organe international un peu costaud sur l'agriculture et l'alimentation, ça permettrait peut-être d'organiser tout ça de manière un peu plus humaine. Mais c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, c'est peut-être aussi par là que ça passera. Et nous avons la responsabilité, nous, Européens, et peut-être encore plus Français, de continuer l'échange paysans des Africains, parce que même si c'est à des degrés différents, les difficultés des agriculteurs africains ne sont pas beaucoup différentes des difficultés des agriculteurs français. Voilà là-dessus. Sur les chambres d'agriculture, bien évidemment, je confirme ce que disait Benoît. Elles sont accompagnées dans le cadre de dispositifs, notamment le dispositif du renouvellement des générations, où elles touchent des aides dans le cadre du FEADER, donc du deuxième pilier de la politique agricole commune, où là, on accompagne tous les organismes qui justement suivent les jeunes, les porteurs de projets, et bien sûr les chambres d'agriculture en font partie. Après, moi je suis pas assez proche du lac de Caussade pour intervenir sur ce sujet-là de manière très précise. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on pareil, sur ces sujets-là, il faut qu'on réussisse à trouver le pragmatisme, parce que même si Benoît ne partage pas forcément le fait de bloquer des choses, effectivement, il faut qu'on réussisse à retomber dans un dialogue un peu plus évident. Quand l'Espagne réussit à stocker plus de 20% de son eau de pluie et puis que nous, on n'est qu'à 2%, c'est pas normal, quoi. Voilà, donc, et ce ne sera pas que grâce au lac de Caussade qu'on réussira à stocker toute l'eau de pluie. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on ait aussi une approche un peu plus pragmatique et qu'on évite de tomber dans des situations comme Sivins, comme Notre-Dame-des-Landes ou quoi que ce soit. Moi, c'est pareil, hein, il y a un Center Park qui devrait voir le jour à côté de chez moi. Bon, ma foi, voilà, il faut qu'on réussisse à trouver l'équilibre économique, l'équilibre écologique. Je trouve dommage je trouverais dommage qu'on s'oppose à ce genre de projet juste par idéologie. Voilà. J'ai une question un peu taquine, quoique, qui m'est posée par un internaute. Vous êtes issus tous les trois de sensibilités politiques différentes. Est-ce que lorsque vous vous retrouvez en séance, en commission, est-ce que vous arrivez à jouer collectif? Parce qu'on s'est aperçu quand même que vous aviez dans vos discours des points que vous partagiez sur l'évolution de la PAC, l'évolution de l'agriculture, etc. Peut-être un peu exacerbé par ce que nous vivons aujourd'hui aussi. Hein. Est-ce que vous réussissez à jouer collectif? Alors, cette question, elle est posée par un internaute qui nous dit que ça n'a pas l'air d'être le cas, toujours. Alors, peut-être que vous allez pouvoir démentir ça.
Alors, juste une seconde, j'interviens là dans le débat. Nous avons dépassé d'un quart d'heure le temps qui nous était imparti. C'est aussi le signe qu'il y a un fort intérêt sur ces questions-là, puisque nous avons commencé à 87 internautes et que nous sommes encore à plus de 70, ce qui est pas mal. Et donc, sans compter le Facebook Live. Donc, je vous demande de répondre chacun votre tour à ces questions et de dire un mot de conclusion avant que nous nous séparions, si vous le voulez bien. Je remercie évidemment infiniment Jacques Louge pour la manière très équilibrée avec laquelle il a animé ce débat et surtout la qualité de ces questions et la prise en compte de ce que nous avaient envoyé par mail les gens ainsi que voilà. Bon, il faut dire aussi que beaucoup de questions n'ont pas été posées parce que avec près d'une centaine de personnes, c'est difficile. Nous vous enverrons ces questions et nous essaierons de faire un retour vers ces internautes. Merci. Jacques, tu peux passer la parole. Merci à nos intervenants, hein, parce que les réponses ont été… C'était un sujet tellement vaste qu'il aurait fallu à chaque question y consacrer le temps que l'on a consacré pour l'ensemble de ce webinaire. En tout cas, les réponses ont été sincères et tout à fait intéressantes. Et je remercie bien sûr les internautes qui se sont inscrits à ce webinaire ou ceux qui nous ont rejoints sur Facebook, de façon à ce que cette discussion ait pu avoir lieu. Merci en tout cas. Alors, vos réponses, messieurs, et votre conclusion, si vous voulez bien. On commence par qui? Benoît. Je peux commencer. La configuration du Parlement européen où aucune formation politique n'a la majorité absolue, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on a l'habitude de voir, nous, sur le territoire national, ou que ce soit dans les régions, que ce soit au Parlement européen, que ce soit au Sénat, il y a forcément une formation politique qui détient la majorité. Ce n'est pas le cas au Parlement européen parce que le mode d'élection ne le permet pas. Enfin, pourrait le permettre, mais en l'occurrence, il y a trop de diversité pour qu'aujourd'hui on soit dans cette configuration-là. Donc ça veut dire que quand une loi est votée à la majorité, c'est qu'effectivement, il y a eu à un moment donné des convergences d'opinion et des accords trouvés avec d'autres formations politiques pour constituer cette majorité-là. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc même s'il y a des divergences de vues sur certains sujets, globalement, si on veut faire avancer nos idées, on est obligé de se tourner vers d'autres formations politiques pour réussir à constituer un vote majoritaire. C'est ce qu'on appelle les majorités de projet, contrairement aux majorités qu'on observe sur le territoire national. Et puisqu'on parle de la PAC, on était tous les trois à dire que on n'était pas complètement satisfait de la PAC telle qu'elle est aujourd'hui sur la table, eh bien, on verra bien si une majorité de projets, et ça pourrait être ma conclusion justement, une majorité de projets va se constituer autour d'un rejet de cette PAC pour mettre à profit l'enseignement du Covid-19 et le régime transitoire que nous avons voté pour 2 ans, pour repartir d'une copie qui intègre les éléments qu'on vient de développer ce soir. Donc, on va voir si on réussit cette majorité de projet sur la PAC, justement. Merci, Benoît. Jérémy de Serle a disparu. Ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Éric Andrieux, vos réponses et votre conclusion? Oui, merci. Oui, je pense qu'il faut bien mesurer, Benoît l'a bien développé, que le jouet collectif n'est pas une fin en soi. La démocratie donc, doit se nourrir de la différence. Nous sommes non pas des idéologues, nous sommes des porteurs d'idées. De ce point de vue-là, il ne faut pas galvauder le mot d'idéologie, c'est la force des idées. Nous avons des visions différentes. Et là, pour le coup, le Parlement européen est une belle école de la démocratie. C'est-à-dire qu'on débat beaucoup. Et avec nos différences, on arrive à trouver des compromis, donc, dans l'intérêt commun. Voilà, ça c'est effectivement. Et lorsqu'on arrive à trouver des compromis, bien sûr, ça joue collectif. Donc, ça c'est évident. Mais effectivement, il se peut, comme ça a été dit, qu'il y a des points sur lesquels on ne soit pas d'accord. Et ça, je crois qu'il faut le garder. C'est la beauté. Autrement, ça veut dire c'est nier totalement le fait démocratique. Moi, je crois que le fait démocratique se nourrit justement de cette différence et du débat. Et la chance que nous avons au Parlement européen, c'est de pouvoir débattre et échanger. Voilà, avec nos différences, et de faire œuvre commune. Voilà, c'est ça un petit peu Alors, jouer collectif, ça affaiblit un petit peu, je trouve,
comment dire, la beauté du fait démocratique. Voilà, je ne peux pas faire de philosophie, mais pourtant, c'est ce dont il est question. Voilà. Et moi, si je devais conclure, j'émets le vœu finalement que nous poursuivions et que cette Union européenne et que ces instances du Parlement européen, qui est censé représenter les quasiment 500 millions d'Européens, un peu moins aujourd'hui, puisque les Britanniques sont partis, mais elles permettent justement à ce que s'exerce cette démocratie. Démocratie de la parole, démocratie des idées, la force des idées dans l'intérêt du plus grand nombre. Voilà. Et c'est vrai que là, nous y travaillons, et je pense qu'on voit bien, du point de vue des idées de chacun, que l'on peut faire avancer. Donc, et Benoît vient de le dire, moi aussi, je fais partie de ceux qui, du point de vue de la réforme de la PAC, considèrent que cette réforme n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Et qu'il faudrait, ça c'est mon vœu le plus pieux, certainement, bon, au vu de ce que je vois tous les jours, de repartir d'une feuille blanche, finalement. Parce qu'aujourd'hui, et je le redis, la crise du Covid-19 l'a encore révélé. Et nous sommes confrontés à un conflit d'agenda aujourd'hui où on a la réforme de la PAC, on a le Green Deal et on a Farm to Fork. Et aujourd'hui, on est en plein milieu d'une crise. Et que si la PAC était votée trop vite, ça serait minoré le fait agricole et au contraire, on ne servirait pas ni l'agriculture, ni les agriculteurs, ni les citoyens consommateurs, ni les territoires. Et il vaudrait mieux définir les grandes orientations autour du Green Deal, préciser Farm to Fork, qu'est-ce qu'on entend par de l'approche de la ferme à l'assiette finalement, et ensuite mettre en œuvre les règles de la réforme de la PAC pour mieux servir finalement les citoyens européens, dont les agriculteurs. Voilà mon propos de conclusion. Merci bien, Eric. Je suis désolé que Jérémy ne soit plus là. Je pense qu'il a eu un problème technique. Nous le remercions évidemment et je regrette parce qu'il avait un peu de retard dans le temps d'expression qu'il a eu. Nous aurons sans doute l'occasion d'organiser. Il revient. Ah, il est là? Jérémy, vous êtes en ligne? Ouais, je suis revenu, je ne sais pas si ça va. Bien. Arrive à temps, Jérémy. Je vous laisse dire quelques mots et conclure, et ensuite je clôturerai ce débat en vous remerciant tous et beaucoup évidemment mon ami Jacques Louge. Je dirai ça tout à l'heure. Je vous en prie. C'est un plaisir. Ah bah, écoutez, je redis un petit mot. C'est pas que la question était embarrassante, hein, c'est juste que Internet a dysfonctionné quelques minutes. Enfin, moi, si j'avais bien compris quand même la question, c'était de savoir si on pouvait, si on devait et si on réussissait à jouer collectif. Il y a une chose est sûre, si on veut défendre l'intérêt de l'agriculture française qui nous est chère à tous les trois, il faudra que de temps en temps nous nous entendions. Donc voilà, il faudra quand même qu'on essaye de la jouer un peu collectif sur un certain nombre de points, c'est indispensable. Et je pense que ce à quoi nous devons aussi être, enfin ne pas sous-estimer l'intérêt et le poids, c'est notre capacité aussi à réunir derrière nous, ou avec nous, ou devant nous d'ailleurs, mais la profession française, et puis aussi, voilà, qui est pas les régions, et puis aussi le ministère. Si on arrive en ordre dispersé à Bruxelles et qu'on ne réussit pas à passer quelques messages un peu solides en commun, nous ne réussirons pas allez, pour parler peut-être un peu franchement, à damer le pion à certains pays qui voudraient pas faire évoluer le modèle, qui ne comprendraient pas aussi notre politique sur laquelle nous nous rejoignons sur un certain nombre de points. Voilà, donc faisons en sorte d'être le plus fin possible politiquement aussi pour défendre nos territoires, parce qu'on sait aussi que le modèle agricole français, c'est quand même polarisé du monde et qu'il a besoin d'être soutenu. Et je pense que à nous trois, avec nos autres collègues, c'est nos bons atouts. Bien, je crois que l'on a été encore coupé avec Jérémy, on n'a pas de chance. En tout cas, messieurs, merci infiniment. Nous nous retrouvons dans 5 minutes sur l'autre web pour faire le point un petit peu de cette affaire-là. Merci surtout à tous les internautes qui nous ont suivis, qui étaient nombreux. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions que nous ferons remonter aux députés.
certains et peut-être tous prendront le temps de vous répondre et nous l'espérons. Jacques, merci infiniment pour ta présence et tes interventions. Peut-être veux-tu dire un dernier mot? Non, non, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que les internautes en ont pris aussi. Et vraiment remercier nos 3 députés qui ont été à ce rendez-vous en toute franchise et avec beaucoup de compétences surtout. Voilà, merci à vous. J'ai été flatté par la comparaison qui avait été faite avec le Conseil économique et social où nous avons un peu cette logique européenne qui consiste parfois à trouver des terrains communs quand bien même un certain nombre d'idées nous séparent et je trouve cela très bien. Messieurs, merci. Merci à tous nos internautes et puis peut-être à très bientôt dans le cadre de notre débat. Nous nous retrouvons pour ce qui nous concerne dans 2 minutes sur l'autre web. Merci. Au revoir à toutes et à tous et à très bientôt sans doute. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.